Aujourd'hui, l'outre-mer représente 14 territoires éparpillés sur 4 océans. C'est pour la France l'avantage d'une zone d'exclusivité maritime égale à 20 fois sa superficie. Près de 3 millions de personnes y vivent sur des surfaces éclatées, aussi vastes qu'un sixième de la France hexagonale. L'océan Atlantique regroupe dans l'arc antillais mon pays, la Guadeloupe, puis la Martinique. La Guyane, elle, se trouve sur la partie nord-est de l'Amérique du Sud. Beaucoup plus au nord, les îles de Saint-Pierre et Miquelon se situent non loin de Terre-Neuve. Dans l'océan Indien, en bordure de la côte est africaine, il y a Mayotte, les îles Éparses et au large de Madagascar, la Réunion. D'autres territoires inhabités, les îles Crozet, les îles Kerguelen et la Terre Adélie, sont dispersés à la frontière du continent blanc, l'Antarctique. Enfin, l'océan Pacifique abrite la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et ses 5 archipels, Wallis et Futuna, ainsi que Clipperton au large du Mexique. Au XVIe siècle, avec les progrès de la navigation, les nations européennes se déchaînent sur mer à la conquête du Nouveau Monde. Pour la France, l'aventure coloniale débute en Amérique du Nord, où elle s'empare d'immenses territoires. Il n'en reste aujourd'hui que l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. La présence de la France ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ailleurs, en Amérique du Nord, n'est pas un hasard du tout. La France avait entendu parler de pêche pratiquement miraculeuse de ces pêcheurs, qu'ils soient basques, bretons, normands. Ils venaient régulièrement. On a donc envoyé Jacques Cartier pour les regarder de plus près. Et en 1534, si on prend la peine de lire son récit de voyage, il dit où il arrive. Il arrive dans des endroits qui s'appellent Le Havre, Brest, Quirpon, Saint-Lunaire. Donc, c'est que les pêcheurs étaient là depuis très longtemps. Et cette présence française, due à la pêche à la morue au début, ça fait vraiment de Saint-Pierre-et-Miquelon un archipel pleinement de Nouvelle-France et nord-américain. Il y a une première grande étape qu'on pourrait appeler la première phase ou la première vague de colonisation, où la France intègre dans son système impérial un certain nombre de territoires du Nouveau Monde. Alors, une partie du nord de l'Amérique, mais aussi, surtout, un certain nombre d'îles de la Caraïbe. Les chroniqueurs de l'époque racontent que les habitants de ces îles, les Amérindiens, Arawaks et Caraïbes, sont décimés par la violence des conquérants occidentaux et par les maladies qu'ils leur transmettent. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, la France peut affirmer sa présence dans cette partie de l'Amérique en s'emparant de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ces nouveaux territoires deviennent possession de la France. Et ces territoires vont être utilisés pour développer une production qui est extrêmement demandée à l'époque en Europe. Et n'oublions pas qu'à l'époque, l'activité principale que l'on cherche à développer, c'est le commerce national, le commerce international. Donc, ce produit, c'est le sucre. Le sucre qui vient de la Méditerranée est arrivé avec la colonisation européenne dans la Caraïbe. Pendant 3 siècles, ce trafic humain fera la preuve de sa redoutable efficacité. 12 à 15 millions d'esclaves africains seront vendus dans les Amériques. Du XVIIIe jusqu'à la moitié du XIXe siècle, 1750 bateaux sont armés dans le seul port de Nantes, qu'ils quittent chargés de produits manufacturés. Des tissus, de la pacotille, des armes, de l'alcool sont échangés sur les rives du Bénin contre des esclaves raflés par des rabatteurs africains et français. Ce matériel humain est acheminé ensuite vers les Antilles. De là, les bateaux retournent en France chargés de sucre, de café, d'épices et de métaux précieux. 42% du commerce triangulaire français se fait à partir de Nantes. La France suit la route des épices dans l'océan Indien. Sous Louis XIV, elle prend possession de l'île Bourbon, qui devient plus tard la Réunion. Et en 1654, des colons français venus de Madagascar depuis Fort-Dauphin s'y installent avec leurs serviteurs. L'histoire de la Réunion, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que tout le monde a été à un moment donné étranger à ce pays. C'est-à-dire qu'on a à la fois
des hommes blancs français, des femmes malgaches et des hommes malgaches. Et ce qui fait que nécessairement le premier ou la première réunionnaise qui naîtra sera un ou une métisse. Et à partir du moment où la France décide d'exploiter ce pays, d'en faire une terre de production, se met en place évidemment le système esclavagiste. Comme on a affaire à des îles, évidemment, l'essentiel de ce dont on a besoin pour faire fonctionner la société, pour nourrir la population, les esclaves, etc., est importé. Donc ce sont des sociétés basées sur l'importation et l'exportation. Il n'y a pas d'économie interne. Et c'est une société esclavagiste. Ça veut dire qu'il y a d'un côté des maîtres, qui sont des blancs, des Européens. À la Martinique, on les appelle des béquets. En Guadeloupe, on les appelle des blancs créoles. Et de l'autre, les esclaves. Et les îles sont plus propices pour contrôler une population esclave, nécessairement plus nombreuse que les maîtres. Il y a un maître blanc pour 7, 8 esclaves africains. Donc tenir une telle population dans une production qui est extrêmement difficile, car la production sucrière est une production du type industriel. Toutes les opérations de la production sucrière peuvent être organisées en ateliers comme dans une industrie. Ces ateliers sont situés sur des propriétés qu'on appelle partout habitations. Chaque habitation occupe en moyenne une surface de 400 hectares, sur laquelle travaillent environ 150 esclaves. Ils vivent confinés dans des cases à nègres, et le maître, un colon blanc, habite dans une vaste demeure qui surplombe le domaine. Colonisée depuis le XVIIe siècle, la Guyane est la seule possession française sur le continent sud-américain. Elle a toujours résisté aux Européens. Sa forêt impénétrable devient le refuge des populations autochtones, les Amérindiens, qui souvent font alliance avec les Bushinangés, ces esclaves en fuite qui pendant des siècles ont défendu leur liberté dans la jungle guyanaise. En 1789, la Révolution éclate en France. Elle bouleverse le monde et les mentalités. Les idées de la Révolution française vont passer les portes, vont faire l'objet de discussions entre colons, entre libres. Il y a une vie politique qui s'est organisée où les informations circulent. Et elles circulent comment? De plantation en plantation, par les petits bateaux qui font les usages domestiques, qui ont toujours existé. C'est donc pas une population qui est ignorante. La population blanche n'est pas ignorante, ça veut dire que la population noire ne l'est pas non plus. Quelque chose change, quelque chose va changer, c'est dans l'air. Ça se passe dans un pays, on ne doit jamais oublier ça, qu'un pays colonial. Ça veut dire que des gens qui voient ça, qui entendent ça, la prise de la Bastille, eux, ils sont esclaves. Ils sont en train, depuis qu'ils sont opprimés, de se battre, et puis ils ratent, et puis ils réussissent, et puis ils ratent, et puis ils réussissent. C'est toute l'histoire des luttes contre l'esclavage. En 1791, c'est le début de la grande insurrection des esclaves de Saint-Domingue, qui deviendra Haïti, qui était de très loin la plus riche, la plus prospère colonie de la France, et pas seulement de la France, c'était le territoire le plus convoité d'Amérique. Cette insurrection générale des esclaves de Saint-Domingue ne sera jamais arrêtée par les autorités françaises. J'ajoute qu'au cours de ce phénomène révolutionnaire en Haïti, les esclaves haïtiens imposent aux autorités métropolitaines d'abolir l'esclavage. 1793 en Haïti. Et ce sont ces décisions qui seront ratifiées, ce fameux 4 février 1794, par la Convention nationale, qui va abolir l'esclavage, première abolition, et l'étendre à l'ensemble des colonies françaises.
en Martinique, au moment de la Révolution française, les colons qui veulent l'esclavage, ils disent « mais ça ne nous va pas, nous, ce pays qui fait une révolution d'égalité ». On appelle l'Angleterre, qui est l'ennemi à ce moment-là, et on lui dit « venez, on vous laisse entrer, nous, on veut être occupés par l'Angleterre en attendant que ça se calme et que la France redevienne un pays féodal et esclavagiste ». C'est-à-dire que quelque part, des forces en Martinique colonisatrices n'ont aucun nationalisme français et sont prêts à se vendre, entre guillemets, au premier venu qui préserve l'oppression. Et ce qui va se passer, c'est que les pouvoirs révolutionnaires en France considèrent que les colonies sont un élément de la prospérité de la France. Ceci d'ailleurs dans l'intérêt du commerce colonial. Donc il s'agit fondamentalement de récupérer les colonies occupées par les Anglais. Il y a la Guadeloupe, en principe Sainte-Lucie et en principe la Martinique. Mais enfin, l'expédition conduite par Victor Hugues va reconquérir la Guadeloupe. Victor Hugues, commissaire de la République, débarque en Guadeloupe avec la guillotine et fait régner la terreur. Les planteurs blancs créoles qui refusent l'abolition de l'esclavage seront exécutés. D'autres fuiront vers la Martinique ou les îles proches, contrôlées par les Anglais. Entre les années 1793 et 1802, pendant une dizaine d'années, le gouvernement révolutionnaire applique à la Guadeloupe sa politique d'émancipation, jusqu'au moment où Bonaparte décide de revenir en arrière, de gommer les conquêtes de la Révolution. On rétablit un régime proche de l'ancien régime esclavagiste. Face à la décision du gouvernement métropolitain d'envoyer des forces qui ont pour but de rétablir l'ordre ancien, nous aurons l'épopée d'Elgrès, à la fin de laquelle Delgrès, dans le fort de Matouba, avec une série de ses partisans, vont se donner la mort, refusant l'oppression et demandant le maintien de la liberté, de l'égalité à la Guadeloupe. L'histoire de Louis Delgrès sera occultée jusqu'aux années 1960. Malgré son sacrifice, il faudra attendre 1848 et la Deuxième République pour voir entériner l'abolition définitive, reconnaissant aux anciens esclaves la citoyenneté française. Au XIXe siècle s'écrit un autre chapitre de l'histoire de l'outre-mer. L'esclavage a été aboli dans les vieilles colonies des Antilles et de l'océan Indien, mais la France et l'Europe se lancent dans de nouvelles conquêtes pour poursuivre la colonisation. Alors, la deuxième période importante du processus de constitution de l'Empire français, cette deuxième vague de colonisation, c'est celle qui commence au début du XIXe siècle. La France, l'Europe en général, va s'industrialiser à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et le besoin qui se présente à ce moment-là, c'est un besoin de matières premières, de débouchés, de marchés importants. Et ces marchés, il va falloir les trouver sur l'ensemble de la planète. Sur la route de l'Orient, le canal de Suez n'est pas encore ouvert. L'île de Mayotte, dans l'archipel des Comores, devient pour la France un point stratégique qui permet de contrôler le canal du Mozambique, route maritime privilégiée dans l'océan Indien. De peuplement afro-malgache, l'archipel des Comores est lentement islamisé à partir du 7e siècle avec l'arrivée des Arabes. Au XVIe siècle se met en place un système de sultanat et c'est en 1841 que la France achète l'île de Mayotte au sultan André Ansuli. À partir de Mayotte, la France se lance à la conquête du reste de l'archipel des Comores. Mais c'est dans l'océan Pacifique que se dessinent les derniers contours de l'outre-mer d'aujourd'hui, avec la prise de possession de Wallis et Futuna, de l'archipel polynésien et de la Nouvelle-Calédonie. Des îles restées jusque-là en dehors de l'influence occidentale. En 1842, disons, la France impose un protectorat à la Polynésie. Ce protectorat est plus ou moins bien accepté, il y a des conflits, une guerre qu'on appelait la guerre franco-tahitienne. Bon, finalement, les Français réussissent donc à imposer à la reine Pomaré IV ce protectorat.
mais en fait un protectorat qui est vite dévié de ses origines, c'est-à-dire que la France prend peu à peu le contrôle de l'ensemble, même si on respecte certaines particularités. Et puis en 1880, eh bien, on passe au dernier stade, Pomaré V abdique au profit du pouvoir français, donc Tahiti devient à ce moment-là carrément une colonie. La pénétration du système colonial français en Polynésie, à Wallis et Futuna, s'effectue de manière insidieuse. Le processus est plus violent en Nouvelle-Calédonie. L'intérêt de la France pour ce territoire est aiguisé par la découverte du nickel en 1886. La Nouvelle-Calédonie, c'était une île quand la France en a pris possession en 1853, qui était une île habitée où il y avait un peuple, le peuple kanak, qui est un peuple qui relève de la Mélanésie. Et ce peuple habite cette île depuis 3000 ans. Et donc c'est un peuple qui a été, dans le cadre de la colonisation, déplacé, dont les langues aussi et la culture ont été niées. Et à un moment donné même, on est passé très près de la disparition de ce peuple-là. On va avoir affaire à un affrontement, à une guerre militaire contre les Kanaks qui vont être repoussés vers le nord de la Nouvelle-Calédonie et ceci va se faire sur la base d'une véritable violence puisque le héros calédonien Ataï va être la victime de cette période puisqu'il va être décapité par les troupes françaises. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale inaugure une nouvelle phase de l'histoire coloniale. Pour mener leur bataille, les grandes nations européennes utilisent leurs empires comme un large réservoir d'hommes. Et les populations d'outre-mer sont massivement enrôlées. À la fin de la guerre, la fraternité qui s'est instaurée entre indigènes fait naître la conscience d'une nouvelle condition, celle du colonisé. Parallèlement émerge une classe d'intellectuels noirs. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, l'empire colonial français est à son apogée. À la Libération, la mobilisation anticoloniale déferle sur tous les continents. Le souffle de l'émancipation ébranle les vieilles certitudes. Les peuples d'outre-mer aspirent à l'égalité et à l'indépendance. Dans les turbulences de la décolonisation, va s'écrire un nouveau chapitre des relations de la France avec l'outre-mer.